Bonjour, donc on est maintenant la semaine 4, c'est le cours synchrone 4. Il y a bien sûr plein de matériel en ligne, il y a un mini-test tantôt dans le format habituel. Maintenant, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, ils sont bienvenus. J'ai pas reçu beaucoup de questions, mais en fait, j'ai en main les mini-tests. Comme vous avez vu, les mini-tests des années passées sont une source d'inspiration assez importante pour les mini-tests de cette année. C'est pas pareil, mais c'est semblable, c'est similaire, c'est inspiré. Bien sûr, c'est le même cours, c'est la même matière. Donc, ce que je projette donc présentement, c'est le plan de cours, la page sur le plan de cours, où en fait, c'est là où on est rendu. On est maintenant aujourd'hui le 5 février. Donc, c'est aujourd'hui qu'en principe, vous faites la troisième semaine du lab en simulation. J'attire votre attention sur le fait que la semaine prochaine, le lab est expérimental. Je trouve ça amusant et c'est un peu comme si on avait été inspiré, béni des dieux. C'est un peu accidentel et on a suivi ce qu'on pensait raisonnable de faire dans le cadre du cours, mais maintenant notre premier ministre provincial a annoncé qu'à partir de lundi prochain, il va y avoir plus de choses en présentiel. Bon, ben bravo, mais ça change pour le moment absolument rien à nos plans. Moi, j'ai vu pas passer aucune directive de l'école, donc pour le moment, à ce point-ci, c'est on garde le cap, il n'y a rien de changé. Donc, la semaine prochaine, ça va être un laboratoire. Vous devez aller au laboratoire vous présenter. C'est donc expérimental. Et vous avez la portion du laboratoire sur les diodes expérimentales à compter de mercredi. Donc, le lab commence expérimental et on devrait mettre le laboratoire 2 en ligne très bientôt. Je suis en train de peaufiner la version finale de l'énoncé avec celui de mes trois assistants, mes trois sbires qui travaillent sur le lab 2, à préparer le lab 2. Et ça, ce sera pour la semaine suivante. Mais déjà, ceux qui auront fait le Lab 1 expérimental, le rapport se remet presque séance tenante, pardon, le Lab 1 expérimental, et le Lab 2 expérimental, ben, c'est la semaine suivante, pardon. Donc, la semaine prochaine étant du 8 au, je ne sais pas ce que ça donne, 9, 10, 11, 10, 11, 12, c'est pas écrit. Donc, jusqu'au 12, du 8 au 12, vous complétez le Lab 1. Et la semaine suivante, à compter du 15, c'est le Lab 2. Le Lab 2 est en simulation. Ensuite, on va avoir l'intra. Pour le moment, comme il n'y a rien de changé, j'ai rêvé à peut-être dire on va faire un intra en présentiel, mais pour le moment, je pense que ce n'est pas réaliste parce que l'école n'a pas bougé suite aux annonces, en tout cas pas à ma connaissance, suite aux annonces du premier ministre. Donc probablement, très très probablement que l'intra va être en ligne. Ça va être une version plus longue, un petit peu plus difficile de ce que vous avez dans les mini-tests, mais très semblable à ce que vous avez dans les mini-tests, peut-être avec un peu plus de calcul. Donc, c'est ce que je voulais vous dire là-dessus. L'autre chose que je voulais vous dire qui est extrêmement importante, euh, mes assistants ont produit cette liste. Ils l'ont produit hier. Elle devrait être en ligne. Je n'ai pas vérifié directement, mais ce qu'on a convenu, mes assistants et moi, c'est que ça serait mis au même endroit où il y a l'énoncé de lab. Donc, il y a groupe 1, il y a groupe 2 et il y a groupe 3. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et donc, confinement oblige, mesures sanitaires oblige, 105 divisé par 3, 35. Vous êtes séparés en 3 salles, une personne par table de montage. Et bien sûr, si on veut éviter le cafouillage, si on ne veut pas perdre du temps, ceux qui sont du groupe 1, ceux qui sont du groupe 2 et ceux qui sont, le groupe 2 étant mercredi, donc, vous avez l'information ici.
Et cette information, bon, je pense que la place où je vous encourage à aller la trouver, c'est sur le site Moodle. Et ce que j'ai convenu avec les chargés de lab, c'est que ce document est censé être présentement déposé à l'endroit où vous avez l'énoncé du lab 1 ou l'énoncé d'un lab. Je ne suis pas sûr exactement. Moi, je l'ai trouvé dans un courrier électronique qui m'a été transmis en fin d'après-midi hier. Donc, ceci nous assure qu'on ne va pas excéder la capacité de chacune des salles, qu'on va pouvoir respecter les consignes de confinement et contrairement à la pratique usuelle qui est d'avoir 2 personnes par montage expérimental, là non. Il y a une personne par montage expérimental et la façon dont on va fonctionner, c'est que chacun des 3 chargés de lab va être là et ils vont, vous avez 3 chargés de lab 3 fois. Donc, je ne sais pas comment exactement les gens vont se le répartir, là, mais vous allez voir Aref, Ahmad et Nader. Et Aref, Ahmad et Nader vont être dans chacune des salles à chacun des jours. Donc, eux vont être au laboratoire une dizaine d'heures la semaine prochaine. Donc, ils seront là pour vous accueillir. Et si vous ne voulez pas perdre du temps et aller converger vers le numéro de salle où vous trouvez votre nom. Et ça devrait être présentement en ligne. Donc, parmi les questions, peut-être je devrais passer sur une chose. Oui, il y a ça que je veux vous projeter. Si le mini-test de la première semaine a été possiblement trop facile, le mini-test de la deuxième semaine a été en apparence trop long. Donc, les gens n'ont pas eu le temps de compléter et ça donne l'effet que vous avez devant les yeux. Évidemment, ce qui est génial avec ce Moodle test, c'est qu'on savait déjà ça vendredi passé à 11h30 et en passant cette version, c'est une version que j'ai extraite à 11h30. Cet histogramme ne comprend pas les corrections, les demandes de correction qui ont été faites dans l'intervalle. Donc, je vois qu'il y a une question, je vais y répondre bientôt. Donc, et en passant dans les discussions, vous aurez probablement compris que le créateur des mini-tests est Ahmad Hassan. Et je vous ai déjà dit que Ahmad met de l'ordre de 20 heures par semaine pour créer ses mini-tests. Et c'est lui qui maîtrise cet outil, moi non, pas du tout. Et quand il y a un problème avec une question, s'il y a un problème avec la correction, il peut rentrer dedans et changer les notes. Donc ça, c'est une photo que j'ai extraite avant qu'il fasse des recorrections. Donc, ce n'est pas tout à fait juste, ce n'est pas tout à fait exact, mais je pense qu'il y a quelques notes qui ont pu changer là-dedans. Donc, et Ahmad me dit, si vous avez des problèmes, des réclamations, c'est plus facile d'écrire directement à Ahmad que de passer par moi, parce que pour ma part, si vous ne l'avez pas encore compris, ma boîte courriel est saturée et ma semaine typique, c'est 6 heures de rendez-vous à chaque jour avec 2, 3, 4 personnes dans chaque réunion. Et je fais des courriels tout le temps, mais disons que c'est un défi pour moi. Et c'est très, très, très facile pour moi de manquer des courriels. Donc, c'est pas que je veux pas, c'est que je fais de mon mieux. D'accord? Donc, et si vous voulez faire une réclamation pour un changement de note ou un problème de correction, vous pouvez écrire à Ahmad, excusez-moi, et ils vont en prendre compte. Ahmad m'a dit aussi 2 choses par rapport au mini-test. Le système Moodle Quiz n'accepte pas les virgules. En français, on devrait mettre virgule, mais Moodle Test il est fait comme pour les Américains. Donc, c'est des points. Si vous mettez des virgules dans les réponses numériques, Moodle Test ne les comprend pas. Et je présume que ça ne vous donne pas de feedback, ça vous donne juste mauvais, alors que vous pouvez avoir 3.2, la réponse est en 3.2. Si vous mettez 3,2, Moodle Test va vous mettre mauvais.
Et donc, si vous voulez éviter ça, une demande de recorrection, délai, opération manuelle, allez-y avec 3.2 et pas 3,2. Et l'autre chose, c'est le module numérique de Moodle Test. Si vous ajoutez des caractères, milliampères, kilo-ohm, ohm ou quelque chose comme ça confond le module Moodle. Donc, il ne faut pas mettre des unités. Les unités vous sont proposées comme une option, comme quelque chose qui se rajoute au bout, mais quand il y a une boîte réponse numérique, contentez-vous de répondre numériquement avec un point et pas de virgule. Donc, je m'arrête là-dessus, je regarde vos questions. Il y a un cours à distance qui se termine à l'heure du labo. Est-ce que je peux avoir assister à Polytechnique pour pouvoir être à l'heure? Bonne question. Je ne sais pas. C'est une très bonne question. C'est une question générique. Et puis ça fait partie des gros points d'interrogation avec notre premier ministre qui nous dit que pas de flânage, pas de place dans les corridors. Je ne comprends pas comment c'est possible. Je n'ai pas la réponse à cette question-là. En fait, ce n'est pas une question pour moi, c'est une question pour toute l'école. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez poser votre sac quelque part et travailler quelque part? Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse à cette question-là. Je peux reposer la question, mais ce n'est pas une question pour le cours 2310. Bon, oui, pendant les heures de bibliothèque. Est-ce que pour aller, j'ai vu ça en quelque part, mais comment ça marche? Est-ce que quelqu'un sait comment ça fonctionne, aller à la bibliothèque? Bon, est-ce qu'il faut réserver et est-ce qu'il y a combien de places là-bas? Il y a des tables les tables au troisième étage, la sonde, à ma connaissance, sont barrées. À chaque fois que j'y vais, il y a je crois qu'on ne vous permet pas de vous asseoir à une table publique. Faites attention. Je ne suis pas allé souvent à Poly, mais quand j'y vais, les lieux publics où il y avait des tables où vous pouviez poser votre ordinateur et vous asseoir sur une chaise, non, ce n'est pas permis. Donc, merci pour tous ceux qui répondent. Vous savez des choses que je n'expérimente pas, bien sûr. Donc, je vais, écoutez, merci de répondre à cette question-là parce que je ne sais vraiment pas. Donc, partagez l'information. Si la question n'est toujours pas répondue, OK, ça va. Merci. Donc, je pense que cette question-là est bien répondue. Je vais remonter pour voir les questions. Voilà. Ça va. Ça va. Le troisième, correct. Correct. Merci pour le partage d'informations. Je pense que cette question-là est répondue au mieux. Est-ce que ça va être parfait? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne pense pas. Mais je pense on va jouer ça par oreille, puis on va expérimenter ensemble. Écoutez, il nous faut exercer du jugement et de la souplesse. Donc, clairement, on va avoir de la souplesse. Je présume que si c'était peut-être le cours de vendredi, si vous avez quelque chose avant en semaine, peut-être c'est une bonne idée pour ceux qui savent, qui ont cette contrainte-là, de faire un courriel à votre chargé de lab. Comme ça, votre chargé de lab est informé. Oui, j'en suis informé, mais je ne suis pas un très bon facteur pour relayer toute l'information, d'accord? Donc, ce serait une bonne idée d'aviser votre chargé de lab. Je crois qu'ils vont être flexibles, je crois qu'ils vont tolérer une demi-heure de retard, je crois qu'ils vont rester là une demi-heure après pour vous répondre, mais bien sûr, ils ne sont pas vraiment payés pour ça, mais je pense que tout le monde a de la bonne volonté, tout le monde essaye d'être flexible là-dedans, et on va la jouer par oreille, et avec le principe d'être flexible, ouvert et de s'adapter. Donc, j'ai reçu une question. La page 464 du livre. Juste un petit problème en passant. Si vous devez comprendre, si vous ne le savez pas, comment VIA fonctionne, c'est pas faisable pour moi d'aller en temps réel afficher. Si on parle du livre, est-ce que vous parlez de Cedra et Smith? Est-ce que vous parlez de Cedra et Smith 7? Oui. Donc, si vous parlez de Cedra et Smith 7, je suis capable de l'ouvrir instantanément, disons une minute, je ne suis même pas si rapide que ça,
mais je vais ouvrir Cedra et Smith 7 à la page 464, mais il y a une chose que ce médium ne me permet pas, qui peut apparaître tout à fait banal, mais que VIA ne permet pas, c'est un copie-coller ou un partage d'écran. Donc, ce n'est pas une fonction qu'il y a là-dedans. Là, je me tais 2 secondes parce que ça réduit considérablement mon efficacité à naviguer. 2 petites secondes. Je suis en train de chercher Cedra et Smith 7. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. J'ai Cedra et Smith 7. Donc, je m'en vais à la page 464 dans Cedra et Smith 7 qui est en train d'ouvrir sur ma machine. Je ne pourrais pas faire un partage d'écran parce que ce n'est pas une fonction de VIA. Attendez un peu. Et là, on dit 464. Est-ce que je peux aller à une page? Ça, c'est le browser que j'ai qui est poche. Attendez un peu. Parce que les pages par page, OK, il ne répond pas. OK. Allez à la page 464. Est-ce que c'est la page 464 du compte page d'un PDF ou à la page 464 du livre? C'est la page 493 du PDF. C'est ce que je pensais. Il y a toujours cette ambiguïté. Et je vais à 493 je vais à 493 du PDF. Je me déplace. Je suis à 480. Je suis à 493. Il y a un exercice. Pouvez-vous préciser la question? Parce que je peux pas l'afficher pour tout le monde, là. Je le vois, il est devant mes yeux, mais je ne peux pas l'afficher pour tout le monde. Quelle est la question? Sur 464 du livre, 493, il y a là un exemple, il y a là l'exemple 7.12. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Est-ce que vous pourriez nous expliquer la démarche? Ça va être... attendez un petit peu. Le problème se rapporte à quoi? À la figure 7.52. À la figure 7.52, d'accord? Écoutez, je vais faire quelque chose qui s'en rapproche au mieux. D'accord? Je vais aller dans le matériel de cours et dans le matériel de cours, je peux aller dans le matériel de cours sur la polarisation et j'ai un problème qui est très très proche de ça là-dedans. Je m'en vais dans mon problème de polarisation et puis quand je fais mon problème de polarisation, attendez un peu, tiens, j'ai mon problème de polarisation, attendez un peu, bougez pas, qui est ça. Donc, j'ai ça comme problème de polarisation et j'ai ça comme problème de polarisation. Donc, ça, c'est très proche de ça. Un petit peu, est-ce que vous pourriez expliquer la démarche? Bien, la démarche, je vais l'expliquer, si vous me le permettez, là-dessus. Ça, c'est le montage générique que j'appelle en échelle. Donc, dans le montage générique en échelle, la logique de ça, c'est que vous constatez, c'est un problème de polarisation. Ceux qui sont des lièvres peuvent... Non, je pense que je ne vais pas encore afficher les modules suivants, mais un amplificateur, il faut commencer par le polariser, mais pour qu'il amplifie. Mais c'est une structure d'amplificateur dans les prochains modules de cours. D'abord, il faut polariser le transistor pour qu'il soit capable d'amplifier. Typiquement, vous allez avoir ici, dans ce montage, je vais me permettre d'enrichir la chose un petit peu là, pour que vous compreniez, parce qu'autrement, ça peut être un peu abstrait, cette histoire-là. Donc là, crayon, quelle couleur il sort, je ne sais pas. Je me fais un crayon. Okay. Typiquement, vous allez avoir un condensateur, vous allez rentrer sur ce nœud-là. Et vous allez avoir, par exemple, si c'est un montage émetteur commun, vous allez arriver, puis vous allez sortir sur ce nœud-là. Et puis en DC, on dit, ben en DC, le condensateur ne compte pas. C'est un circuit ouvert. Donc,
Si on fait un calcul de polarisation, on est dans le module de cours de polarisation. Donc, le signal rentre ici, le signal va sortir là. C'est comme ça que ça va se passer quand on va faire un calcul d'amplification pour un montage diémetteur commun. Et là, pour le moment, ce n'est pas encore un amplificateur, c'est juste un transistor que je veux polariser. Donc, la façon de l'analyser et la logique de l'analyse est de dire, je prends ça et je vais le couper ici. Pourquoi? Et parce que je sais faire un Thévenin équivalent. Donc, j'ai 15 volts en haut, j'ai 11 kΩ, 56 kΩ, et donc, je sais que on fait ça tout le temps. On peut réduire ces deux résistances par le Thévenin équivalent, et je vais le faire comme ça va être plus lisible. Donc, on peut dire que le V va être 15 fois 11 divisé par, là il faut que j'aille au clavier anglais, 11 divisé par 11 plus 56. OK. Donc, 11 plus 56, 67. 11 sur 67, ça fait à peu près 1/6. 1/6 fois 15, ça vous fait à peu près 2,5 volts. Vous avez votre calculatrice, vous pouvez calculer, mais ceci, ça va vous faire un Thévenin équivalent, et je peux le dessiner. Donc, je m'en vais ici. Donc, ça me fait un Thévenin équivalent qui part de la masse, qui a un VTH, qui a un RTH, et qui peut se connecter au nœud. Donc, je vais dire, ça va être 2,5 volts, 2,5. Je fais la virgule ici parce que le point ne prend pas bien. 2,5. Là, bien sûr, la deuxième chose, c'est quelle est la résistance équivalente de mon Thévenin équivalent? Ben, ça va être 11 en parallèle avec 56. Donc, ça fait 11 fois 56 sur 67. Donc, je peux quand même m'ouvrir une calculatrice ici plutôt que de faire ça de tête et approximer. Donc, je m'ouvre une calculatrice que je peux bien sûr pas avoir à l'intérieur de cet outil qui a ses limites, qui est VIA. Donc, si je fais 11 fois 56 divisé par 67, ça fait égal 9,2 kΩ. Là, bien sûr, ma pitonnette, elle me donne 14 chiffres significatifs. Il faut toujours se donner un certain arrondi. Je ne sais pas comment Ahmad gère les arrondis à l'intérieur du Moodle Test, mais si je garde les deux premiers chiffres significatifs, ce que je juge suffisant, c'est 9,2 kΩ. Donc, le Thévenin équivalent de R1 et RB, c'est 2,5 volts. 2,5 volts, 9,2 kΩ, et c'est un Thévenin équivalent. Comme j'ai répété plusieurs fois, le mot important dans équivalent, Thévenin équivalent, c'est équivalent. Donc, je peux faire comme si ça n'existe plus, comme si R1 n'existe plus, et que je les remplace par une 2,5 volts et 9 kΩ. Donc, ça devient mon montage de polarisation. Je n'ai donc pas vraiment une source de 2,5 volts. Je m'en suis fabriqué une. Je me suis fabriqué une source de Thévenin équivalente qui a 2,5 volts et 9,2 kΩ. Et là, quand on regarde un montage comme ça, en première approximation, on peut arriver et on va dire, OK, j'enlève ça. Je vais faire du ménage un peu, si vous me permettez. Donc, je fais un peu de ménage. Où est mon efface pour faire du ménage? Donc, j'enlève ça, j'enlève ça. Oups, j'avais 9,2 kΩ. Je rajoute mon 2. Oups, pardon, pas comme ça. Comme ça, je rajoute mon 2. 9,2 kΩ, il ne fallait pas que j'enlève. Et donc,
j'ai 2,5 volts et j'ai le premier tour de boucle que vous faites dans l'analyse, vous dites, ah tiens, je vais prendre ma chute de 0,7 volts, je vais négliger le courant de base. C'est un peu l'idée derrière ce montage-là, la première idée. Puis ensuite, on peut raffiner. Bon, dans un problème d'examen, il faut vous dire, négligez le courant de base ou ne négligez pas le courant de base. Dans un problème d'examen, on doit le spécifier. Au laboratoire, comment je ferais? 2,5 moins 0,7. Donc, je peux aller taper. Je vais y aller. Donc, je m'en vais ici. Je dis OK. J'ai une petite place pour écrire ici. Donc, je peux dire 2,5 moins 0,7. Ça va me donner égal 1,8. OK. Donc, j'ai dans la boucle qui est ici, si je reviens ici à mon pointeur, dans la boucle, vous avez toujours le droit de retourner à ce que vous avez appris au court-circuit, ça s'applique. Donc, vous pouvez faire une analyse de boucle. Et en passant, une chose sur laquelle j'ai peut-être pas encore beaucoup insisté, pourquoi on fait toujours l'analyse comme ça? C'est parce qu'à chaque fois que je remplace une échelle par un Thevenin équivalent, j'enlève des boucles. Donc, je réduis de 1 le nombre de boucles à considérer dans le montage. Donc, en faisant ça, je peux maintenant faire une seule boucle et j'ai donc 2,5 moins 0,7, 1,8. Et là, je peux venir dire, si je néglige la chute dans la 9,2 kΩ, si je la néglige, alors ma réponse serait ce serait mon 1,8 divisé par 1 kΩ. J'aime ça, les calculs qui se font bien. Donc, 1,8 volts divisé par 1 kΩ, 1,8 milliampères. Donc, en première approximation, donc, on va dire, je retourne ici, je texte, donc, je vais dire approx 1, IE égale 1,8 milliampères. OK. Là, maintenant, dans un deuxième temps, je dis, OK, c'est quoi mon courant de base? Mon courant de base, ça va être mon courant d'émetteur divisé par bêta plus 1. C'est quoi bêta? Ben, il faut que bêta soit spécifié. Un problème où bêta soit et serait pas spécifié, c'est un message que vous pouvez négliger le bêta. Mettons que je vous donne le bêta, j'ai besoin de place, mais oui, je pourrais aller sur un tableau blanc, mais je vais perdre la figure. Donc, je ne vais pas faire ça. Donc, je retourne ici, et là, je m'en vais, je vais trouver la place que je peux trouver, et là, je dis, OK, mettons que j'enrichis l'énoncé de mon problème, texte, s'il te plaît, outil texte. Donc, OK, je vais présumer mon espèce de bêta par défaut. Bêta égale 100. Vous savez cependant que bêta, pour les transistors que vous allez utiliser, c'est n'importe quoi entre 50 et 300. Mais mettons que dans un problème d'examen, il faut bien fixer le bêta, puis on peut aller mesurer le bêta, puis sur LTSpice, vous avez un bêta qui a une précision virgule flottante. Donc, mettons que bêta égale 100, bêta plus 1 égale 101, ça me permettrait de dire que IB va être égal à quoi? Ben 1,8 divisé par 101 et 1,8 divisé par 101. Mettons que je suis paresseux mentalement ou j'ai pas envie de sortir ma pitonnette, puis dans le fond, je m'en fiche un petit peu, là, mais ça va me donner un IB qui est égal à 0,018 ou si vous voulez 18 microampères. Et ça va être quoi la chute dans cette résistance qui est là? Ben, la chute, j'ai fait une, je vais dire pas IBB, mais IB. Et là, la chute, regardez, je vais écrire ensuite, je vais dire, OK, outil texte, je viens ici, t'es où l'outil texte? Je ne sais pas où ça va, c'est là. V dans RB, ça va être égal à V dans RB
va être égal à, j'ai dit combien? 9,2 kΩ que va, pas 8,2, excusez, je me suis trompé, 9,2 kΩ que va multiplier quoi? Mon courant IB, puis mon courant IB, c'est 0, j'ai tassé mon point de deux coups, 0, 1, 8. Je n'ai pas sorti ma pitonnette pour le calculer parce que je trouve que ça vaut mentalement, pour l'explication, ça vaut pas bien la peine. À l'intra, sortez votre pitonnette parce qu'on va vous enlever des points. Donc, si je ne suis pas paresseux, à l'intra, définitivement que vous allez sortir votre calculatrice, vous allez 1,8 divisé par 101. Là, je viens de l'approximer. Puis ça me donne 9,2 fois 0,018 égale, OK, ça me donne 0,165. Donc ça me donne, je vais retourner ici si je peux, ça me donne 0,165 volts. Donc, en faisant l'analyse du paresseux, ce que d'habitude je vais faire, donc l'analyse de première ordre quand vous êtes au lab, puis vous voulez savoir si vous êtes connecté comme il faut, puis si vous avez pris une 9.2 mégohm au lieu d'une 9.2 kΩ parce que vous avez mal lu la barre de couleur sur votre résistance, tout à fait possible, l'erreur est humaine. Donc, vous allez au laboratoire, vous mesurez, est-ce que mon montage a du sens avec mon voltmètre? Ben, si vous tenez compte de la chute dans cette résistance, la correction qu'elle va apporter, cette résistance, la correction qu'elle va apporter, c'est une correction de 165 millivolts. Donc, ma réponse d'ordre 0, c'est je vais avoir 2,5 moins 0,7, 1,8. Si je tiens compte de la valeur corrigée qui tient compte de la chute dans RB, je vais avoir mon 2,5 moins 0,7, 1,8 moins 0,165. Donc, ça va me donner la réponse finale. Je vais l'écrire là parce qu'à un moment donné, ça devient hand waving, c'est pas bon. Donc, la réponse finale serait, ce serait quoi la tension VE? Ben, ce serait 2,5 moins 0,7 moins 0,165. Et ça devrait donner, oups, ça n'a pas sorti à l'endroit où je pensais, je suis désolé. Mais, donc ça va me donner 1,8 moins 0,165, ça fait donc 1,7 moins 0,65, 1,635. 1,635, et c'est la réponse. Donc, là, évidemment, on peut vous poser toutes sortes de questions comme c'est quoi IE, c'est quoi VE, c'est quoi VB. Là, je viens de trouver VE. Donc, ça, c'était, je ne sais pas si je peux continuer à taper à cet endroit-là. Ça, c'était, désolé pour le recouvrement entre les choses. Oups, c'était pas ce que je voulais faire, bien sûr, mais j'ai rien perdu. Donc, je retourne ici. Et ça, c'était, je ne sais pas si je peux continuer là. Non, il ne veut pas. Donc, ça, c'était, non, il ne veut pas le prendre, désolé. Donc, ça, c'était VE. Ça, c'est VE. Si vous voulez VB, c'est 700 millivolts de plus. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et essentiellement, c'est laissez-moi juste regarder, parce que bien sûr, je n'étais pas en train de regarder en même temps le Cedra et Smith. Laissez-moi juste voir si Cedra et Smith avait quelque chose de plus que je n'aurais pas expliqué. Mais il y a comme un problème qu'on peut poser, et c'est tout le temps ça le problème. Donc, c'est le problème en échelle, et vous voyez à la figure 7.52, vous voyez le VBB qui est calculé là, vous voyez le RB qui est calculé là, vous voyez le IB qui est là, vous avez le IE. Donc, ce que je viens d'expliquer,
si vous regardez la figure 7.52b, que je ne regardais pas en vous l'expliquant, j'ai refait exactement le cheminement de la figure 7.52b. Oups, je suis rendu où? Là, wow, ça a bougé vraiment vite, ce truc-là. C'était quoi la page? Aïe, 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 wow, ça a avancé de 20 pages. 7.52b, attendez, t'es où, là? J'ai perdu ma page. Je sais pas mon numéro de page, déjà. Oui, 7.5, je suis rendu au chapitre 8. Je m'excuse, ça a roulé vraiment, vraiment vite. 7.52b. Attendez un peu. Si je l'ai ici, non, ça, oui, ça c'est bon. Une page à la fois. Je retourne à l'exemple. Je retourne à l'exemple. J'y suis presque. Attendez un peu. Aïe, 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 ça bougeait trop vite. C'était quoi OK. Page 464. Oui, ça a avancé 60 pages seulement. Un peu. 464 du livre. 493 du PDF. J'y suis presque. Je suis en train de revenir, désolé. Bon. Et est-ce que j'ai bien répondu à tout dans cet exemple? Dans l'exemple, dans la solution, on vous calculait quoi? On vous calculait un VE. Là-dedans, on vous dit 4 moins VBE 3.3. C'est ce que je viens de faire. On vous a trouvé un IE de V sur IE, ce qui est quelle R prendre. Excusez-moi, je vais lire la question parce que le problème est une variante. OK? Donc, je vais lire la question de l'exemple 7.12. Là, présentement, c'est trop petit, j'ai du mal à lire. We wish to design the bias network, donc on veut concevoir, on veut avoir un IE de 1 mA. La question est posée différemment. On vous dit, vous désirez, vous voulez 1 mA avec une tension d'alimentation de 12 volts. Le transistor est spécifié. On vous donne un bêta égal à 12. Comment faire? Donc, si vous avez une 4 kΩ, je présume qu'on vous a donné une 4 kΩ, en quelque part, on a dû vous dire que la résistance était une 4 kΩ, parce que sinon, je ne vois pas. Ah, pourquoi choisir 4 volts? OK, ça, c'est une autre question. Pourquoi choisir 4 volts? Ça, c'est un point de départ, c'est un problème de design. Moi, quand je fais un design comme celui-là, et ça, c'est un problème de design. Dans un problème de design, la réponse n'est pas unique. Donc, si je le prenais comme un... Là, je l'ai pris comme un problème d'analyse. Si je le prends comme un problème de design, là, je vais vous dire, OK, désignez-moi une polarisation et prenez 15 volts et démerdez-vous. Je ne vous donne pas c'est quoi la valeur de résistance, mais je veux avoir 1 mA de IE. Mais vous voyez, j'ai calculé 1 mA de IE, c'est parce que dans le fond, on a suivi le même raisonnement logique. Donc, si je veux avoir 1 mA de IE, là, le choix qui a été fait est un choix différent ici. Le choix que Cedra et Smith a fait, c'est d'allouer entre les deux nœuds, ici et là, il a décidé d'allouer, en faisant ce qu'il a fait, il a décidé d'allouer 33% de VCC. Pourquoi? L'argumentaire est relativement simple. Je vais prendre 33% de VCC ici, 33% de VCC là, puis 33% de VCC là, ici, là et là et là. Regardez, je vais le faire comme ça. J'ai 3 segments, segment 1, segment 2, segment 3. Ça va être le segment polarisation. Ça va être le segment excursion négative de votre montage. Ça va être le segment excursion positive de votre montage. Vous voulez désigner un amplificateur qui passe une excursion positive aussi grande que l'excursion négative qu'elle passe et vous voulez qu'il soit maximalement stable.
Donc, vous prenez votre VCC, vous le divisez en 3, 33%, 33%, 33%. OK, pourquoi pas? Il dit, OK, je vais cibler en première approximation d'avoir 5 volts là, ce qui va me laisser 10 volts pour les deux autres, ce qui va me permettre de tirer vers un point de repos de 10 volts. Donc, mon signal va pouvoir partir de 10 volts, il va monter jusqu'à 15, il va descendre jusqu'à 5, et puis mon point de repos, ça va être 10, il va accrocher quand ça va être 15, il va descendre jusqu'à 5 et je me réserve 5 volts pour ma résistance d'émetteur qui est la polarisation qui a la plus grande stabilité. Et ça correspond à un autre schéma. Je sais que je ne suis pas, parce que le module était devenu trop long, mais je vais vous amener ici. Ça correspond à ce schéma. Ce schéma qui est de dire, je pars ici de 15, ce que je viens de faire, je dis, regarde, je vais viser 15 volts, je vais m'arranger pour que mon point de repos ici soit à 10 volts, puis je vais laisser un 5 volts ici, je vais laisser un 5 volts pour la chute dans l'émetteur. Et vous équilibrez votre excursion positive, négative de votre signal. Il n'est pas beau mon signal, mais c'est ça l'idée. Votre signal ne peut pas excéder 15 volts. Il ne peut pas descendre en bas de VCE plus VCE SAC, mais ça, ce n'est pas le cours de cette semaine, c'est le cours de la semaine prochaine. Donc, pourquoi 33%, 33%, 33%? C'est que ça réserve le tiers. C'est un montage que je pourrais qualifier d'équilibré. Il vous donne une très grande stabilité de la polarisation tout en vous permettant un grand signal de sortie. Donc, vous faites un compromis ingénieur, un trade-off entre la stabilité de votre polarisation et l'amplitude du signal que vous pouvez sortir en sortie. Donc, c'est le choix. Donc, si vous regardez ce problème-là, pourquoi avec VCC égale 12 volts, choisir de mettre 4 volts à VE, c'est pour avoir une polarisation équilibrée. C'est le choix de design. Donc, ce n'est pas un problème. Vous savez, dans la hiérarchie des choses, il faut commencer par être capable d'analyser. Ensuite, on peut être capable de concevoir. Et pour concevoir, il faut être capable d'analyser, puis il faut avoir une intention concepteur. Donc, ça, c'est un problème de design. Donc, je pense que j'ai un peu, puis je peux continuer, là. Vous voyez le RE, comment vous le choisissez. Donc, si vous avez, là, il a choisi VE est égal à 4 volts. Il dit VBE est égal à VE sur IE. Attendez un petit peu. Il dit VE moins VBE. Attendez un petit peu. Pourquoi VE? Je ne comprends pas. Je vais aller voir son schéma de la figure 1 en haut. Là. Il dit, il a choisi VB. Je m'excuse, je me suis mélangé. C'est très, très petit présentement parce qu'il y a une limite à ce que je peux mettre sur mon écran. Il a choisi VB est égal à 4 volts. J'ai fait un lapsus en l'expliquant. Je l'ai expliqué avec un choix de VE. Je l'ai expliqué avec un choix de VE est égal à 4 volts. En fait, ce qu'il a fait, c'est un problème de design. Donc, on est dans le monde complètement de l'arbitraire. Là, il a choisi, il n'a pas dit choisissez VB est égal à 4 volts. Il a fait un choix qui est un choix arbitraire. Il a dit ici, je choisis VB est égal à 4 volts. Je vais avoir un VE est égal à 4 moins VBE, 3.3. Je vais avoir 1 milliampère, donc ça me prend 3.3 kOhm dans ma résistance d'émetteur. C'est une variante. Là, il dit qu'est-ce que je vais avoir? Là, il dit R1 plus R2. Pourquoi R1 plus R2? Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Là, en fait, il choisit de ne pas faire un Thevenin équivalent. Moi, je trouve que c'est plus compliqué. Moi, je vous dis systématiquement, faites un Thevenin équivalent. Mais pour faire un Thevenin équivalent, il faudrait que je vous ai donné R1 et R2, mais comme c'est un problème de design, il ne vous a pas donné R1 et R2. Donc, c'est un certain méandre. Et ce que vous pouvez retrouver quand vous passez d'un livre d'électronique à l'autre, chaque concepteur électronique a ses réflexes et ses méthodes, et il ne va pas nécessairement faire
le même chemin. Faire les exercices à la fin du chapitre. Je veux bien. Écoutez, il y en a juste trop. Moi, je pense, je vais vous proposer quelque chose qui me semble plus raisonnable. Si vous avez un exercice spécifique avec une question spécifique, je vais y aller. Sinon, ça ne sera pas intéressant pour toute la classe. Ce que j'ai choisi de faire, c'est plutôt d'aller, pas quiz 3, mais quiz 4. Quiz 4. Ça, c'est... OK, voilà. Donc, si vous voulez, je vais me permettre de faire ça. Donc, les 3 premiers, d'accord? Les 3 premiers, je veux bien, sauf que je ne peux pas les afficher, mais je vais aller voir les exercices à la fin si je peux tenter de vous répondre. Les 3 premiers à la fin, sinon je vais me concentrer sur ce problème qui c'est une variante du problème que je viens de vous donner. C'est sur les notes du cours. Pardon, je ne vous ai pas bien compris. Donc, si vous êtes en train de me demander, ça c'est plus raisonnable si vous voulez, les notes du cours, si vous me demandez d'aller au module polarisation, il faudrait que j'aille le module polarisation si je ne me suis pas planté. Je devrais avoir le module polarisation ici, le module polarisation. Et si vous me demandez d'aller aux 3 exercices de la fin, si c'est ça que vous me demandez, ça c'est raisonnable, j'ai aucun problème à faire ça, ça va très bien. D'accord. Merci. Merci, je vous comprends mieux. Je pensais que vous parliez du manuel. Donc, si je m'en vais à l'exercice 1, analyser ce problème. Allons-y doucement. D'accord? Donc, c'est une structure de rétroaction par RB. C'est une configuration valable. Et donc, comment on analyse ce montage? Donc, les données, j'ai un bêta égal à 100. J'ai un bêta égal à 100. J'ai un bêta égal à 100. Un VCC de 10. Un VBE 2.7. On pourrait très bien ne pas vous donner ça. On vous demande de calculer RC, RB pour obtenir 1 mA et une plage dynamique de plus ou moins 2 volts pour le signal au collecteur. Donc, point très très important, le fameux VCE SAT. Donc, pour tenir compte du VCE SAT, la chute de tension minimale dans un transistor comme ça, c'est 300 millivolts. Donc, si j'écris un certain nombre de choses pour être structuré dans la réponse, donc, je m'en vais ici, et donc j'ai VCE SAT égale 300 millivolts. Donc, la conséquence de ça, c'est que VC min égale 300 millivolts. Si j'essaie de descendre en bas de ça, le transistor, il ne va pas. D'accord? Et là, on vous dit dans la donnée du problème, une plage dynamique de plus ou moins 2 volts. Donc, on est en train de vous dire que on veut VC au repos, VC, je vais l'appeler Q, quotient, OK? VCQ, on est en train de, là, je veux l'avoir à 2,3. Parce que je veux un 2,3 qui descend de 2. Et quand je vais descendre de 2, je vais coller et ça va saturer. Donc, ça me prend un VC de repos qui est égal à 2,3 au moins. Et en fait, j'aurais dû dire parce que en fait, la donnée du problème, ce serait plus grand ou égal. Je suppose qu'il est mon plus grand là-dedans. Clavier, un petit peu. Est-ce que j'ai plus grand à quelque part? Non.
regardez, je sais pas où est le égal sur le clavier français, pendant le plus grand ou égal, donc je vais laisser comme ça. Mais la donnée du problème, c'est vraiment VCQ plus grand ou égal à 2.3, je vais le prendre à égal. Donc là, on vient essentiellement de déterminer, et là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit IE est égal à 1 milliampère. Chose qui est importante ici, IE, c'est une très très belle révision ce problème-là. Je m'en vais ici, on dit, oups, on dit, oups, excusez, oups, excusez. IE est égal à, je mets minuscule pour que ce soit plus compréhensible, ça devrait être une majuscule, d'accord? Donc, si vous voulez, je vais le faire comme ça, mais je n'ai pas d'indice, d'accord? Donc, c'est indice E, mais c'est un courant de polarisation, est égal à IB plus IC, et le qui est égal à I dans RC. Donc, par Kirchhoff, vous voyez, vous en venez ici, ce courant plus ce courant est égal à ce courant est égal à ce courant, IE égale IC plus IB, c'est le même courant. Bingo, c'est ce que je viens d'écrire. Bon, et donc là, j'ai 2,3 volts. On me dit que ici, j'ai 10 volts. Donc, si je poursuis l'analyse de ce problème, je vais avoir que V, je vais faire comme ça. Je vais sauter une étape. Je vais dire que I dans RC est 1 milliampère. Donc, ben en fait, c'est direct. Hein? Si I dans RC est égal à 1 milliampère et que j'ai 2,3 volts au collecteur et 10 volts en haut, j'ai donc V dans RC qui est égal à, je vais le faire au long, 10 moins 2,3, ça vous donne donc 7,7. Donc, la résistance RV dans R, ça c'est V dans RC, ce qui veut dire que RC doit être égal à 7 kΩ. Ça implique que RC doit être égal à 7 kΩ, qui est une des réponses recherchées. Puis là, ben, regardez ce qui est. Je ne regardais pas la réponse. Hein, je refais là. Donc, 7,7, je me suis trompé, bien sûr. Vous avez bien compris que j'ai juste oublié mon virgule 7. Je parle puis je tape en même temps. Là. Donc, ce que je viens de trouver, c'est cette réponse-là qui est ici. Là. Vous voyez, ici. Ici. Bon, voilà. Donc, RB, c'est quoi la valeur de RB? Ben, la valeur de RB, une fois que j'ai ça, IB, c'est égal à IE sur 1 plus bêta. Là, évidemment, on peut vous accrocher, c'est pour ça les décimales. Donc, on dit, rappelez-vous, IC sur bêta, IC est égal à bêta IB. Si j'ai une fois IB plus bêta fois IB, IE, le piège, si vous voulez, de ce petit problème, c'est le IE est égal à 1, je vais le faire comme parenthèse, 1 plus bêta fois IB. Et là, maintenant, vous pouvez résoudre pour IB. Une fois que vous avez trouvé IB, ben vous pouvez trouver RB,
parce que vous savez que VC est égal à 2,3 volts, vous savez c'est quoi VE, il vous suffit de calculer VB. C'est juste une manipulation mathématique. Je ne comprends pas, là. Il n'y a pas de source à VBE. Ben oui, il y a une source à VBE. En fait, il y a une source, puis il n'y a pas de source à VBE. C'est penser toujours que le signal vient d'un couplage capacitif qui coupe le DC. Donc, vous devez, évidemment, il faut anticiper, mais comme on n'a pas encore vu les amplificateurs, je vous demande un acte de foi. La manière de se servir de ce montage, c'est de lui mettre un gentil condensateur qui coupe le DC, et le montage est auto-polarisé. Le courant de base vient du collecteur. Donc, le courant de base, il vient comme ça. Et donc, évidemment, le problème de ça, c'est est-ce que le courant de base, on n'a pas négligé le courant de base, on a tenu compte du courant de base parce qu'il est intégré, le courant de base était là. Donc, si j'ai 2,3 volts à cet endroit, j'ai donc 2,3 volts à cet endroit-ci, j'ai la valeur de RB, puis je suis capable de calculer le IE. Donc, j'ai toutes les données. L'étape suivante, c'est de calculer IB, puis d'avoir 2,3 moins 0,7. On ne va pas faire une correction de deuxième ordre sur VBE, non. Donc, en fait, je pourrais le faire, là. Pourquoi pas, rendu là. Donc, si je fais là, je vais dire c'est 2,3 moins 0,7 divisé par, tourne le clavier anglais, divisé, s'il vous plaît, clavier anglais revient, divisé par IB, et ça va vous donner essentiellement le RB. Et voilà, c'est QFD, le problème est fini. Donc, c'est un exemple numérique. Donc, ça, c'est ce premier problème. D'accord? Je ne sais pas si... Le transistor peut saturer dans cet exemple si vous mettez à son entrée un signal suffisamment grand, et seulement si. La polarisation ne va pas faire saturer le montage, c'est le signal. Effectivement, merci de me le pointer. La polarisation ne peut pas saturer d'elle-même. Vous avez raison, 1-0 pour vous, mais je peux vous retourner la balle, on fait un match de tennis ici. La polarisation ne peut pas saturer. Pourquoi le montage peut saturer? Parce que le signal à l'entrée est trop grand. Donc, si je mets un signal à l'entrée, donc ici, on va à ce point-ci. Si on va à ce point, excusez, si on va à ce point-ci, je vais le faire, je vais pas le faire comme ça. Je vais faire comme si je m'en vais à ce point-ci, et si je m'en vais à ce point-ci et que je lui mets un signal, faire un signal, je m'en fais un signal, je fais ici un signal qui est très grand, mais quand le signal que je mets là s'en va en excursion positive, il va injecter un courant additionnel. Ce courant I-signal va s'ajouter au courant de base de polarisation qui va se retrouver amplifié par bêta fois IB qui va faire descendre la tension. Donc, c'est le courant, c'est le signal ajouté à la polarisation qui va faire polariser. Donc, la polarisation ne peut pas saturer d'elle-même, il est donc autopolarisant. OK, voilà. Donc, je pense que j'ai bien tué ce problème-là, le temps avance. Je pense que c'est une très bonne révision. Le miroir de courant. Le miroir de courant, c'est un problème qui a son lot de complexité, d'accord? Problème extrêmement intéressant, mais le raisonnement de base du miroir de courant est que excusez, donc le raisonnement de base, où est rendu mon pointeur? Donc, le raisonnement de base du miroir de courant, c'est que ce transistor et ce transistor, sur un circuit intégré, sont appariés, on dit matchés. Donc, vous fabriquez deux transistors bipolaires en même temps sur le même procédé,
Ils peuvent être très, très, très variables dans l'absolu, mais dans le relatif, ils sortent pareil à 1% près, ou à 1,5 de 1% près, de façon naturelle. Au laboratoire, vous prenez 2 transistors qui ont le même numéro et vous faites ce montage-là. L'hypothèse que je viens de faire, elle n'est pas bonne. Elle est quand même pas si mauvaise parce que VBE égale VBE. VBE, c'est une propriété d'une jonction au silicium. Si VBE 1 est égal à VBE2, le point de repos est le même pour les deux. Cependant, il y a une chose qui n'est pas évidente, c'est que bêta 1 est égal à bêta 2. Et sur un montage intégré, bêta 1 va être égal à bêta 2, possiblement à 1% près. Donc, comment analyser ce montage? Bien, on se dit, d'accord, on devrait avoir, je peux faire une boucle, d'accord? Cours de circuit. Donc, on fait une boucle. La boucle que je vais faire, c'est cette boucle. La boucle qui part de là, qui monte, qui s'en va à VCC, qui descend, qui retourne à VEE. Donc, je fais cette boucle de Kirchhoff. Et dans cette boucle de Kirchhoff, ben, il y a une tension qui est égale à VCC plus VEE en valeur absolue ou VCC moins VEE. Donc, j'ai ici, prenons le temps de l'écrire, j'ai donc VCC moins VEE. OK? Ça me donne la différence de la montée de tension que j'ai sur ma boucle. Ensuite, moins, je vais mettre tout de suite un autre moins, parce que si dans ma boucle, il y a un VBE ici. Bon, allons-y gaiement. Moins VBE, je vais le faire au long, VBE. Et là, je peux faire une parenthèse, donc je le fais comme ça. Imaginez qu'il y a une parenthèse, divisé par, en fait, pour vous demander de l'imaginer, je vais rajouter. Donc, je peux me rajouter une parenthèse. OK. Je me rajoute une parenthèse. Je divise ça, je retourne ici si je suis capable. OK. Il n'a pas voulu retourner dessus. Bon. Il ne veut pas retourner dessus. Attendra. Donc, si je divise, si donc je suis obligé de le retaper, là, parce qu'il a perdu où il était, puis il ne veut pas sélectionner où il était. Il refuse de resélectionner où il était. Si je fais texte, ah, là, il est retourné. Non, il n'est pas retourné. Donc, je vais le refaire avec des valeurs numériques, ça va être plus facile à taper. Oups, ça, c'était pas voulu. Aïe, aïe, pourquoi tu as fait ça? Aïe, aïe. Bon, là, il m'a joint tout. Ah, double clic, il fait un zoom. D'accord, je viens d'apprendre quelque chose. Chez moi nono ce soir. Donc, je retourne ici. Donc, j'ai VCC moins VEE. Non, pas moins, plus, parce qu'il y a moins, plus VEE, pas moins plus VEE, moins 0,7, c'est ça que je voulais faire. Je divise par R, et ça me donne I. Donc, le courant que je vais avoir, le courant IREF, va être VCC plus VEE en valeur absolue, moins 0,7 pour le VBE1. J'aurais dû ajouter VBE1, mais vous voyez, je ne suis pas capable de retourner en arrière dans mon édition, là. Donc, divisé par la résistance R, ça me donne I. Donc, je peux prendre les données qui sont là. J'ai R, regarde le problème. On me dit j'ai sont des BJT calculés pour calculer R pour obtenir 1 milliampère. Bon, on aime ça 1 milliampère parce que ça fait des calculs faciles. Donc, c'est un beau problème de design. On dit, arrange-toi donc pour avoir 1 milliampère. Si tu as plus 10
et moins 10, tu as 20 volts. Donc, 20 volts moins 0,7, 19,3. 19,3 volts divisé par 1 milliampère, 19,3 kiloohms. Et c'est bien la réponse. Alors, donc, on vient de résoudre ce problème-là. Là, maintenant, une fois qu'on a ça, on peut retourner. Oui, il y a une question. Il y a une question. Il y a une question. Qui a une question? Qui a une question? Je ne vois pas qui a une question. Pour trouver VBQ et VEQ. Bon, VBQ et VEQ, j'y arrive. J'y arrive. Vous avez 0 ici. Donc, vous négligez ou vous négligez pas RB? Si vous négligez RB, vous allez avoir moins 700 millivolts. Si vous négligez pas RB, vous allez avoir, on y va, vous allez avoir 0 moins RBIB moins 0,7 va être égal à VE. D'accord? Donc, vous êtes capable de résoudre. Et là, si vous voulez avoir donc VCQ, V entre C et Q. Bon, d'accord? Regardez, on fait ça compliqué pour rien, là. Mais pour trouver VC, c'est quoi Q là-dedans, là? Pourquoi Q? Est-ce qu'on veut dire VC? OK, question intéressante. OK, VE quotient. C'est quoi la tension de... Excusez, j'allume là. C'est quoi la tension de repos sur VE? C'est quoi la tension de repos sur VC? Bien, la tension de repos sur VC, pas bien compliqué. Vous avez 1 milliampère. La différence entre I et IRF, c'est 100 sur 101. Donc, la différence entre I et IRF, c'est 100 sur 101. Donc, comme on est des puristes, puis qu'on aime ça les décimales, on va dire que, mettons qu'on veut être puriste, puis on veut trouver la réponse. On va dire I va être égal à IRF fois 100 divisé par 101. Qu'est-ce que je viens de faire? Oui. VBQ et je comprends pas, c'est quoi le... Excusez, là, je ne sens pas vous satisfaire dans ma réponse, là, mais je comprends pas qu'est-ce qui vous dérange. Donc, si je veux trouver I, I est lié à IREF. IREF, ça c'est bêta fois IB, et ça c'est 1 plus bêta fois IB, si bêta égale bêta, ça c'est 1 plus cette version-là, c'est le bêta fois IB. Cette version, il y a évidemment hypothèse IB2 égale IB1. Pourquoi? Parce que les deux transistors sont pareils. Donc, on a trouvé IREF. IREF s'en va là. IREF est égal à 1 plus bêta fois IB, ce qui vous permet de trouver IB. Et là, vous allez retrouver que le I, c'est bêta 2 sur 1 plus bêta 1, quand on le fait au long, fois le IREF, c'est ce que je viens d'écrire directement par inspection. Évidemment, là, c'est peut-être cochon que ce que je viens de faire, là, dans le sens que c'est tellement évident pour moi que j'oublie de l'écrire, là, mais je dirais c'est IREF fois bêta 1 divisé, bêta 2, je m'excuse, lapsus, bêta 2 divisé par 1 plus bêta 1. OK? Je ferme. Donc, si bêta est égal à 100, ça fait donc mon 100 sur 101 fois IREF. Monsieur Zarad, oui, désolé. Je n'avais pas vu que vous demandiez la parole. Mais, oui, désolé. Je vous vois pas. Je vous vois pas dans l'interface. Je vous vois. Ah, désolé.
Ah, excusez-moi, je vous voyais vraiment pas dans l'interface. Il y a M. Ruiz qui est rouge, je ne sais pas si... M. Zarad. Monsieur Zarad, je m'excuse, je ne vois pas où vous êtes. Ah, vous êtes le premier en haut, levez la main. Pardon, excusez-moi. Désolé, sincèrement désolé. Oui, go. Le micro est ouvert. Oui, bonjour monsieur. En fait, je me demande, pour la première question, VBQ, VEQ et VCQ, elles se trouvent où sur le schéma? Est-ce que c'est pour le premier transistor ou c'est pour le deuxième? Je monte. Parce que pour répondre, déjà, j'ai pas compris le VBQ, VEQ, VCQ, ça se trouve où? Je les Recommencez ce vois pas. que vous avez dit, j'ai pas compris. Allez-y, s'il vous plaît. Pour la première question, Oui. je n'arrive pas à voir VBQ, VEQ et VCQ sur le montage. Je ne sais pas si c'est à propos de la figure A ou B. Ben là, vous voulez question Est-ce que vous parlez de ce VBQ et de VEQ ici? Oui, Oui. Bon, calculez VEQ et VBQ et VCQ. Mais en, en- en fait, j'aurais pu résoudre dans l'ordre inverse, hein? Pour moi, ça c'est plus intéressant que l'autre, mais vous avez tout à fait raison. Vous aviez même pas besoin de connaître la valeur de R parce que vous ayant imposé que c'est 1 milliampère, vous auriez immédiatement pu calculer que I était 100 sur 101 fois 1 sans même connaître la valeur de R. Donc, sachant que I est égal à 100 sur 101 fois 1, vous connaissez maintenant I. Connaissant I, vous pouvez venir ici, puis vous allez dire, OK, j'ai 10 moins RC. RC est spécifié, 7,5 kΩ. Et la question ici, c'est quoi le I qui est là-dedans? Bien, le I qui est là-dedans, c'est I. Excusez-moi. Ça sonne tout le temps, ces trucs-là, c'est fou. Donc, I, c'est 100. Si je vous dis, que IREF, où est-ce qu'on vous dit que IREF, bon, est-ce que est-ce que c'est I ou IREF qui est égal à 1? On vous dit que c'est I qui est égal à 1. J'ai mal lu la question. Si I est égal à 1, I est égal à 1. Si I est égal à 1, il y a 7,5 volts de chute là-dedans parce qu'il y a 7,5 kΩ. Donc, c'est 2,5 volts ici. Donc, ça vous donne le VC. Donc, le VCQ. Et là, on vous dit 2,57 ici. Whoop, hein. Ben, la personne qui a fait le problème a fait la même erreur que je viens de faire en vous l'expliquant. Parce que pour arriver à 2,57, il faudrait que je postule que c'est IREF qui est égal à 1, mais la donnée, c'est que c'est I qui est égal à 1. Donc, 0 pour le professeur, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je ne l'ai jamais résolu numériquement. Je ne sais pas si vous voyez, je reprends, d'accord? Il y a un problème dans le problème, et il y a un problème dans cette réponse, parce que si I est vraiment 1 milliampère, I qui est celui-là, celui qui est là, si I vaut 1 milliampère, il n'y a pas le choix. S'il y a 1 milliampère ici, là, on est vraiment rendu au troisième ordre. Oh, tabarouette. OK. Si j'ai 1 milliampère, ça c'est IE, ça c'est IB, ça c'est IC. Il vous faut trouver le IB. Donc, il vous faut le 1 sur bêta joue, mais il joue entre là et là. D'accord? Donc, le IC, je me suis trompé, d'accord? Je me suis trompé, je vais effacer là. Je me suis trompé. Je n'ai pas résolu d'avance. Je m'en viens ici. Et je peux dire que IC est égal à bêta de... C'est quoi là? Excusez, effacer. Bêta de Q. Je ne sais pas si c'est Q1, Q2, Q3, d'accord? Ce transistor-là. Je vais l'appeler bêta Q. Il y a bêta 1, bêta 2, bêta Q. Et là, pour que vous compreniez, je reviens à mon problème ici. J'efface oui, oui, oui.
Monsieur Tournier, votre micro est ouvert. Je voulais savoir c'est quoi le lien entre la figure A et la figure B. Le lien est I. I. Le courant qui est injecté dans le montage est le courant que le miroir de courant produit. Et je n'ai pas la solution devant les yeux, donc je me suis gouré, mais c'est parce que c'est tellement proche que si vous voulez arriver au chiffre qui est là, le piège est qu'il faut voir que je vais l'écrire, je vais me corriger, d'accord? Et dans les erreurs que je fais, ce sont des erreurs que vous allez faire au mini-test, d'accord? Et c'est ce qui se passe quand on ne lit pas comme il faut la question, ce que je viens de faire. Donc, si je dis I, C, Q va être égal à bêta de Q, n'ayant pas nommé Q1, Q2, Q... Ça c'est... J'appelle lui 1, j'appelle lui 2, j'appelle lui Q. Donc, c'est bêta Q. Oups. Puis là, je suis plus capable de retourner dans mon équation. Donc, j'efface puis je recommence. J'efface et je recommence. Donc, j'efface et je recommence. Attendez un peu. Donc, j'ai I, C, Q est égal à bêta Q fois IBQ. Puis c'est quoi IBQ? C'est I divisé, donc c'est le I divisé par la priorité de l'opérateur, non, c'est pas bon, 1 plus bêta Q. Puis comme on met des 100 partout, à un moment donné, c'est que c'est-tu bêta 1, bêta 2, bêta 3. Là, je suis en train de préciser. Donc, si je fais ce problème-là, le bêta, si on me dit que tous les transistors ont un gain de 100, il va y avoir dans ce transistor un courant IB qui est égal à I divisé par 100, imposé par la source de courant. IB divisé par 100, et là, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir un courant IC qui est bêta fois le courant IB. Donc, bêta Q sur 1 plus bêta Q. Et là, je me suis fait, c'est pas 1, c'est pas 1, c'est I. Je suis correct. Pour une fois, je ne me suis pas planté. Mais comme I est égal à 1, c'est pareil. Donc, j'ai 1 divisé par 100. J'ai donc 1 centième de milliampère ici. Pardon, c'est 1 sur... Je vais finir par l'avoir. J'ai 1 sur 101 et j'ai 100 sur 101. Donc, IC de Q, le courant de Q, c'est 100 sur 101 milliampères. Et donc, oui, monsieur Zarad? Oui, monsieur, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, absolument. Oui, go. Donc, si j'ai bien compris, pour la première question, on considère juste le premier montage. On a la valeur de I qui était donnée dans l'énoncé. On nous demande de trouver la tension VB, VC et VE comme étant les tensions à la base, à l'émetteur et puis Oui, au collecteur. C'est bien ça? j'y arrive. Une fois que je sais que dans quel ordre le trouver, une fois que je sais, si je sais qu'il y a 0 ici, et je sais que IB, c'est IE divisé par 1 plus bêta, VB, c'est 0 moins RBIB. RB est spécifié. Donc, c'est exactement, je peux le faire dans, ce qui est fascinant de ce problème-là, c'est pas toujours le cas, c'est que je peux le faire dans n'importe quel ordre. Donc, je peux dire VB est égal à 0
on le fait au long ou on le fait pas au long, moins RBIB, fois, c'est 0 moins RBIB, mais IB, on vient de le calculer, parce que c'est égal à 750, fait que des chiffres, là, ça va vous permettre de le voir, divisé par 101. Voilà. Donc, j'ai 750 kOhm ici et j'ai 1 milliampère ici. J'ai 1 centième de milliampère là. Je viens donc de trouver VB. Une fois que j'ai VB, c'est quoi trouver VE? Ben, c'est retrancher 700 millivolts. Est-ce que ça répond à votre question? Est-ce que c'est clair? Oui, ça répond à ma question, merci. OK. Désolé, je l'avais pas, j'ai pas la solution devant les yeux, hein. Et je vous répète, les lapsus que je fais sont des erreurs que l'on peut facilement faire quand on répond par réflexe et quand on est tellement concentré sur ce qu'on écrit qu'on lit pas la question. Donc, voilà. Et là, il y a un autre problème, il y a un peu de temps, je peux encore progresser. Je pense que c'est pas du temps perdu de faire ça. Donc, je m'en vais au prochain module, la prochaine page. OK. Là, pour la première fois, vous voyez des PNP. Et le PNP, c'est comme un NPN à l'envers. Le VBE, il est où? Tout l'intérêt de cette page-là, c'est que c'est des montages à PNP. Donc, c'est comme un NPN, mais il faut marcher sur la tête ou marcher sur les mains si vous voulez. Le VBE est là, le IB s'en va comme ça, et comment on résout? 5 moins 0.7, donc ça me donne 4.3, 4.3 sur la résistance de 200 kOhm, ça me donne le IB. Une fois que j'ai trouvé le IB, je vais avoir quoi comme IC? Ben, je vais avoir bêta fois le IB, ce qui me permet maintenant d'aller calculer. Et si j'ai pris, si je regarde les calculs qui sont là, je vais essayer de les reproduire. J'ai 4.3, c'est ce qui est écrit. 4.3 divisé par 200 kOhm. Là, ça dit qu'il y a 2 volts. Je peux, en fait, on vous dit, c'est quoi le bêta qui donne ça? Amusant. Donc, là, il faut résoudre pour bêta. Et donc, si bêta est égal, bon, si VC est égal à 2 volts, si VC est égal à 2 volts, on est en train de vous dire que, dans ce montage que IC est égal à 2 milliampères. Merveilleux. Donc, si IC est égal à 2 milliampères et IB est égal à 4,3 divisé par 200 pour 1 milliampère, ben vous faites le rapport entre IC et IB, ça vous donne bêta. On a fudgé. Donc, si vous allez au laboratoire, vous faites un montage expérimental, vous le montez et vous observez expérimentalement que il y a 4.3 attendu, il y a 5, il y a moins 0.7, puis vous observez, vous avez mesuré avec votre ohmmètre, puis il y a 1.000 kOhm. Et une fois que vous avez fait ça, vous dites, ah tiens, regardons, je vais enlever avec mon ohmmètre, avec mon voltmètre, pas avec l'oscilloscope, vous ne verrez rien. Donc, vous allez avec le voltmètre, puis vous mesurez 2,0000 volts. Ah, OK. Donc, il y a 2,000 volts. Là, j'y vais numériquement, mathématiquement. Et 2 volts, 1 kOhm, 2 milliampères.
Donc, si j'ai 2 milliampères de IB, mathématiquement, et que j'ai un IB qui est de 4,3 sur 200, ben, le bêta, JE ici, bêta, donc, finalement, c'est toujours les mêmes relations qu'on tourne à l'endroit, à l'envers, on danse sur la tête. Le modum à l'endroit ou à l'envers, bêta est égal à le IC que vous venez de calculer divisé par le IB que vous venez de calculer. Voilà, c'est tout. Donc là, on vient de résoudre ce problème. D'accord? Résoudre ce problème. Ben, regardez, on vous tient par la main, là. On vous dit, ben, fais donc un problème comme celui qu'on vient de faire. Sauf que ce coup-ci, c'est la même chose. Il y a une boucle 5, moins 0.7, moins RBIB, moins RC, fois, évidemment, là, vous avez quoi? Vous avez IE, parce qu'il y a le IB et le IC. Vous allez avoir dans la 230 ohms IE. Donc, si on veut résoudre et on vous dit dans tous les cas, c'est de trouver c'est quoi le bêta. Donc, c'est toujours le même jeu. On vous donne des configurations, on vous donne des valeurs, puis étant donné les valeurs, jouez avec les valeurs qu'on vous impose sur le montage. En fait, OK, c'est pas auto-évident. Il faut considérer dans cet exercice que ces valeurs sont des données du problème et considérant ces données du problème, vous pouvez résoudre pour les différentes valeurs de bêta. Et je l'ai fait pour le premier. Je l'ai pas résolu numériquement, mais on dit que ça va être bit 93, 99, puis 89.9, étant donné ces valeurs. Mais c'est la même chose qu'on va faire là, avec une équation un petit peu plus compliquée, pour laquelle il vous faut résoudre pour IB, il vous faut résoudre pour IC, puis bien sûr, pas vous emmêler les pinceaux. Il faut se rappeler qu'à cet endroit-là, oups, pardon, à cet endroit-là, vous avez IE et pas IC. Oups, je vais le faire comme ça, mais j'y arrive pas. Et ici, vous avez le IC. Puis ici, vous avez le IB. Puis là, pour vous mélanger comme il faut, c'est un peu un coup de vous mélanger comme il faut, là. Ça, c'est vraiment le courant d'émetteur. Mais le courant d'émetteur est égal au courant de base plus le courant de collecteur. Et par Kirchhoff, le courant que vous avez dans la 230 ohms est IC plus IB qui est égal à IE. D'accord? Et puis, lui, c'est quoi la différence? Ben, pour complexifier, on vous met un RE. Donc là, l'équation serait, je vais prendre le temps de l'écrire, parce qu'on va progressivement plus complexe. Donc, je vais l'écrire au long. Et c'est toujours la même chose. Vous écrivez une loi des Kirchhoff pour les boucles. Donc, je pars de 0. Donc, j'ai 10. Je sais que je vais perdre 700 millivolts dans l'affaire. OK? Il y a un 0,7. Moins, je vais l'écrire au long, 1, qui est la résistance d'émetteur, fois IE, moins RBIB, moins, et là, c'est toujours le même coup, là. J'ai IE à cet endroit-ci, j'ai IB à cet endroit-là, j'ai IC à cet endroit-là, mais ça, c'est comme un nœud Kirchhoff de courant. Le courant qui rentre là, il faut qu'il ressorte, parce que le transistor ne va pas gonfler, là. Donc, j'ai IB, j'ai IC, j'ai IB plus IC qu'on appelle aussi IE, puis j'ai IB plus IC
qui est ici aussi, qui est égal à IE. Et donc, et là, je me suis fait avoir. Hein, je voudrais réécrire ici, puis je ne peux plus continuer. Donc, je la réécris au long. On va y arriver. Donc, je m'en vais ici. Je vais réécrire au long. J'ai 10 moins 0.7, 0,7 moins j'ai fait égal, je m'excuse, quel lapsus, moins 1, c'est un moins, hein, moins 1 fois IE, je me suis trompé en haut, là, moins, parce que le moins et le égal sont à côté de l'autre, moins RB IB, je ne vais pas le faire comme ça, c'est incompréhensible, RB IB, moins 0,23, attention aux unités. Non, c'est 230 ohms ou 1 kilo-ohm. Non, c'est 1 kilo-ohm. Bon, 1 kilo-ohm fois IE. Donc, vous avez une équation. Et puis IE, ben IE, c'est égal à 1 plus bêta fois IB. Donc, vous voyez, vous n'avez pas deux inconnues, elles sont reliées, parce que vous vous rappelez bien sûr que IE est égal à 1 plus bêta fois IB. Donc, vous remplacez, vous pouvez résoudre pour IE, vous pouvez résoudre pour IB, puis connaissant IE et IB, IE est égal à 1 plus bêta fois IB, donc vous pouvez isoler pour bêta. C'est une manipulation algébrique. Vous voyez bien que je n'ai pas l'outil très, très convivial. J'irais beaucoup plus vite avec un crayon à écrire à main et avoir une pitonnette à côté que dans le médium où je suis présentement. Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce que je l'ai fait essentiellement au long. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, vous êtes encore nombreux. Monsieur Zarad, allez-y. Oui, monsieur, est-ce que vous pouvez, avec votre pointeur, nous montrer la boucle que vous avez utilisée pour le troisième exemple, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Bonne question. Si elle n'est pas évidente pour vous, elle n'est pas évidente pour d'autres. Je pars d'ici, je pars de là, je pars de là, je m'en vais là, je descends là. Et il y a une chose là-dedans. En passant, il y a une chose importante. Lui, il nous a dit, il y a 7 volts là. J'ai l'impression que le problème est dégénéré, mais je ne sais pas. Ah oui. Je me corrige là. Il y a une chose qui va échapper parce que je ne l'ai pas faite au long. Si je le fais au long, je n'ai pas utilisé le 7, je n'ai pas utilisé le 6.3. Et en n'utilisant pas le 7 et en n'utilisant pas le 6.3, j'ai une équation avec deux inconnus, bêta et i. Il n'y a pas trois inconnus, il y en a juste deux. Mais il y a quand même deux inconnus. Et comment lever l'ambiguïté de la deuxième inconnue? Si je vous donne comme une donnée du problème, donc la réponse à votre question est, la boucle de Kirchhoff, je l'ai dessinée, c'est donc 10 moins 700 moins RI moins RI moins RBIB. Est-ce que vous comprenez où est la boucle? C'est très, très important. C'est clair où est la boucle ou c'est pas clair? Pour moi, c'est clair, oui. D'accord, parfait. Donc, une fois que vous voyez la boucle, là où je me suis un peu emmêlé les pinceaux, c'est que pour arriver à la réponse, c'est quoi la valeur de IB?
j'ai écrit une équation, mais je ne peux pas résoudre avec ça parce qu'il me manque une donnée et vous n'avez pas besoin de ça et ça. Vous avez besoin de une des deux valeurs pour résoudre. Il me suffit de savoir qu'on m'impose que VE est égal à 7, sachant qu'on m'impose dans la donnée du problème que VE est égal à 7, on vient de me dire que IE est égal à 7, 10 moins 7 divisé par 1, 3 milliampères. Donc, sachant que IE est égal à 3 milliampères, ben, il me suffit de résoudre ensuite. Juste avant que vous terminiez, j'aurais juste une seule question. Pour la résistance de 1 kΩ à la fin, on a multiplié par IE car normalement le courant qui lui passe, c'est IC plus IB, c'est bien ça? Reprenez, s'il vous plaît, je n'ai pas suivi. OK. Pour l'équation de boucle que vous avez écrite au départ, Oui. celle en haut, OK. La dernière résistance de 1 kΩ, en bas, Oui. vous l'avez multiplié par IE. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien à cause du fait ça que devient, c'est égal à IC plus IB? regardez bien. Ça ici, c'est cette résistance-là. Ça ici, c'est cette résistance-là. Et le RB de 100 kΩ, là, je ne l'ai pas mis dans l'équation, mais c'est RB. Parfait, merci. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, merci. Écoutez, si vous voulez, je mets